Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci pour toutes vos belles questions. Moi, je m'appelle Sébastien Grattoire. Alors, j'ai fait des études de sociologie. Donc, en gros, ce sont les sciences. Vous connaissez peut-être les sciences de la nature. Ici, ce sont les sciences sociales, c'est-à-dire qui étudient la société. J'ai fait ces études-là, puis j'ai travaillé avec des personnes demandeuses d'asile et réfugiés, donc des personnes qui quittent leur pays pour des raisons politiques, parce qu'il y a des soucis dans leur pays. Et puis j'ai donné cours pendant 10 ans, pas comme chez vous en primaire ou en secondaire, mais pour les plus grands, pour les futurs travailleurs sociaux, des gens qui travaillent avec des personnes qui ont des difficultés sociales. Voilà. Et maintenant je travaille au Forum Bruxelles contre les inégalités, c'est comme ça que vous allez, c'est pour ça que vous m'entendez. Et par ailleurs, je suis bénévole, ce qu'on appelle la Ligue des droits humains. Donc c'est une ligue qui défend les droits sociaux en général. Donc vous avez les lois qui existent. Nous, on fait en sorte que les lois soient respectées lorsqu'il y a d'autres lois qui arrivent ou des propositions politiques. C'est un peu compliqué, mais voilà, je défends plus les droits des personnes. Alors, je réponds peut-être par 3 questions, c'est peut-être plus facile. La deuxième question, c'était depuis combien de temps vous travaillez au Forum? Donc, depuis 2 ans et demi, et je travaille spécialement sur la question des précarités étudiantes. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous terminez les secondaires et que éventuellement vous faites des études supérieures, haute école, école d'art, université, ben, il y a d'autres coûts. Il y a déjà des soucis financiers. Ça coûte l'école primaire et secondaire. Mais ça peut coûter aussi dans le supérieur, surtout si vous n'êtes pas aidé par les parents. Je travaille aussi sur les précarités alimentaires. Et voilà. Et les questions justement des personnes, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, le CPAS, Centre public d'action sociale. Donc c'est les personnes vraiment qui ont besoin vraiment d'aide parce qu'ils n'ont plus d'autres droits à plus d'autres aides. Alors pourquoi je m'intéresse à la pauvreté? Déjà je m'y intéresse depuis que je suis pas tout petit mais très très jeune. Moi je dirais le mot qui me touche le plus c'est l'injustice. Donc très jeune je me suis dit c'est injuste. C'est injuste une personne qui a besoin d'aide au niveau santé et qui ne l'a pas. Une personne qui n'a pas d'abri. Pourquoi certaines l'ont et d'autres l'ont pas. C'est vraiment la question de la justice ou de l'injustice qui me touche. Et c'est encore le cas maintenant. Votre quatrième question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de pauvres à Bruxelles? Alors c'est toujours difficile d'y répondre, surtout que comment on calcule, qu'est-ce qu'est la pauvreté? On en parlera plus tard. Donc en fonction de comment on considère que quelqu'un est pauvre, mais on va pas avoir les mêmes chiffres. Et puis même si on arrive à le définir, c'est comment on va définir ça. On peut pas demander à quelqu'un dans la rue s'il est pauvre ou pas. Et donc par exemple, quand on calcule ce que la personne gagne, soit parce qu'elle travaille, soit parce qu'elle reçoit ce qu'on appelle une allocation. Donc peut-être vous connaissez le principe du chômage, quand on n'a pas droit, qu'on n'arrive pas à avoir un travail, qu'on a un travail trop petit, on a droit à du chômage. Quand on est malade, on a droit à une mutuelle, etc. Donc tous les revenus, ou quand on est pensionné, quand on ne peut plus travailler, on est pensionné. Donc tous ces revenus, on sait plus ou moins ce que chacun gagne. Et donc ça c'est assez objectif. On peut dire, chaque Belge, il gagne plus ou moins combien. Et bien ça, on se rend compte que juste sur Bruxelles, en fait, il y a plus ou moins un tiers des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté avec cet argent qu'ils reçoivent. Et sous le seuil de pauvreté, c'est un seuil où on considère que la personne est pauvre parce qu'elle ne sait pas subvenir à ses besoins. On en parlera après. Alors, même si c'est plus petit, mais que ce n'est pas moins grave pour autant, donc 1 sur 3, je disais plus ou moins 28%. En Flandre, c'est 8%. En Wallonie, c'est 15%. Donc, il y a proportionnellement moins de pauvres, en tout cas au niveau du seuil de pauvreté, sur les chiffres de 2023. Après ça, c'est pour celles et ceux pour lesquels on a des chiffres du coup. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, ce sont des personnes sans papier, ce sont des personnes qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire belge. Et ces personnes-là, elles sont plus de 100, 150 000 je pense en Belgique, et en tout cas il y en a 50 000 à Bruxelles. Donc ces personnes-là, on ne sait pas quels revenus elles ont, parce qu'elles n'ont pas un travail officiel, n'ont pas droit à la mutuelle, pas droit au chômage. Si elles sont malades, elles ne sont pas protégées. Et donc les personnes augmentent, et là on est sûr qu'elles sont dans la pauvreté, ces personnes-là. Ça c'est un élément assez important. Et puis on sait aussi que les personnes sans abri, on en parlera plus tard, il y en a de plus en plus. Voilà, alors je continue avec la question de la pauvreté. Donc oui, en effet, par rapport à cette question de est-ce qu'il y a beaucoup de pauvres, à Bruxelles, oui c'est le cas, donc il y en a plus dans la région bruxelloise que dans les autres régions. Et si on considère qu'on est 1 million d'habitants, plus d'1 million d'habitants à Bruxelles, un tiers, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté.
Alors quand vous demandez quel est le mode de vie d'un pauvre, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que comment on définit un pauvre. C'est-à-dire que il y a différents types, j'aime pas dire types, mais de profils de personnes pauvres. On va pas dire un pauvre, mais une personne soit qui est en pauvreté, soit qui est précaire, ou on dit même précarisée. Pourquoi on dit précarisée? C'est pas juste pauvre, mais dans une situation précaire, c'est-à-dire que soit elle est réellement pauvre, soit elle est dans une situation qui pourrait faire qu'elle tombe dans la pauvreté. Et on dit précarisée parce qu'on considère que c'est pas spécialement sa faute, enfin, donc ça c'est jamais sa faute, et donc elle est précarisée par le système qui est autour. On va en parler tout de suite. Par exemple, pour donner un peu un contre-exemple de l'image peut-être qu'on va avoir d'une personne précarisée ou pauvre, c'est qu'il y a énormément de travailleurs pauvres en fait, donc des personnes qui travaillent, mais soit travaillent avec un très très bas revenu, donc il y a un très petit salaire, dans des mauvaises conditions de travail, soit à un temps partiel, elle n'a pas le choix en fait, donc elle ne peut pas travailler à temps plein et donc au final elle reçoit peu d'argent. Soit elle ne peut pas parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants, parce qu'elle habite loin, soit parce qu'on ne le propose pas, tout simplement. Et donc c'est difficile de répondre à cette question. Donc on peut avoir une personne qui est pauvre, mais en fait qui travaille comme votre institutrice, votre instituteur, mais qui par ailleurs a beaucoup de frais, par exemple, ou qui a beaucoup d'enfants, et donc du coup, voilà, ça c'est un premier profil de personnes, donc c'est comme vous et moi, enfin vous ne travaillez pas encore, mais comme des personnes que vous côtoyez peut-être beaucoup, des personnes qui n'ont pas de travail, et donc on peut, petite information intéressante, c'est qu'il ne faut pas imaginer directement quelqu'un qui ne travaille pas, du coup, quelqu'un qui ne fait rien de sa journée. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'urgences sociales, parce que pour avoir quand même des revenus, de l'argent pour pouvoir survivre, ou du matériel, cette urgence sociale fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc déjà ça dépend de la personne, ce qu'elle doit faire pendant la journée souvent. Donc elle doit aussi aller chercher ses enfants, mais elle doit aussi aller dans différentes institutions, différents lieux d'aide. Parfois elle doit se former aussi, donc elle n'a pas de travail, mais donc elle doit se former, et ça peut avoir beaucoup de temps. Peut-être la pauvreté la plus visible que vous voyez, c'est celle dans la rue. Donc c'est les personnes sans abri, qui elles aussi, vous le voyez seulement quand elles sont dans la rue, mais pour avoir un abri la nuit, pour avoir droit à manger, ceci, cela, elles doivent aussi bouger, elles doivent faire beaucoup de choses. Donc c'est ça un peu le mode de vie, c'est que souvent elles doivent chercher des choses, elles doivent aller à des endroits différents pour pouvoir survivre. Alors, et donc c'est toujours la question de l'inconnu. Elles savent pas, il y a une inconnue sur ce qu'elles vont avoir, pas avoir, et c'est très très épuisant. Et donc quand vous voyez aussi parfois des personnes sans abri qui sont complètement endormies ou qui boivent de l'alcool ou d'autres choses, c'est souvent parce qu'elles ont très très mal dormi la nuit, parce qu'il y a des soucis de sécurité, et donc, et puis cette peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui est mis en place à Bruxelles pour lutter contre la pauvreté? Alors, il y a différentes choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand si vos parents travaillent, ou les institutrices, instituteurs que vous voyez, en fait, elles reçoivent de l'argent, ok, mais il y a une part de l'argent qui ne lui revient pas directement, qui permet en fait de la protéger. Je vous parlais de chômage, donc si jamais votre institutrice perd son emploi, en fait, elle a droit au chômage. Et donc ça, c'est déjà une chose intéressante, c'est qu'elle ne se retrouve pas sans rien. Si elle tombe malade longtemps, elle a de l'argent aussi. Si elle tombe enceinte, elle a de l'argent. Si, quand elle devient âgée, qu'elle ne peut plus travailler, elle a de l'argent. Si elle a un accident de travail, elle a de l'argent. Et donc, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Okay. Si jamais des personnes n'ont pas droit à cette sécurité sociale pour X raisons, il y a des autres centres qui s'appellent les centres publics d'action sociale, CPS. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ce sont des gros centres, il y en a un par commune qui aide. Ça, c'est vraiment comment l'État intervient. Donc voilà, donc ce sont des personnes politiques qui gèrent le fait qu'on ait droit à tel et tel montant. Après, par contre, il y a des petites associations que vous avez peut-être déjà croisées, soit des associations qui donnent du conseil, qui essaient d'orienter, ah, vous avez perdu votre logement, comment on peut vous aider. Éventuellement des associations qui donnent à manger. Parfois, c'est des associations avec des personnes salariées, donc des travailleuses et travailleurs, qui reçoivent de l'argent de l'État pour faire ça. Soit, c'est plus ce qu'on parle, quand on parle de la charité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont souvent bénévoles et qui donnent par exemple de la nourriture. Voilà, donc ce sont des gens qui ne sont pas payés pour ça, qui ne sont pas professionnels. Et puis pour lutter contre la pauvreté, des associations comme la mienne, parce que moi je rencontre peu de gens directement, en tout cas je ne les aide pas directement, c'est des personnes qui vont réfléchir, des associations qui vont réfléchir de manière plus globale, plus structurelle, pour éviter justement qu'on tombe dans la pauvreté, comme on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui soient sans abri, enfin pour éviter qu'ils trouvent un abri la nuit, mais plutôt pour éviter qu'elles tombent dans le sans-abri, c'est-à-dire qu'elles perdent leur logement par exemple, qu'un jeune décroche par exemple de l'école. Voilà.
Alors vous avez justement posé la question de comment les pauvres, est-ce que les pauvres mangent comme nous? Ben, je vous ai un peu répondu. Alors de nouveau, les personnes pauvres, ça dépend de qui on parle. Encore une fois, le plus gros de la pauvreté, il est invisible. Encore une fois, peut-être vous croisez des personnes qui travaillent, mais qui sont pauvres et donc qui vont pas euh, manger, faire un vrai choix. C'est-à-dire qu'elles voudraient prendre tel spaghetti bio qui ont un bon goût dans un magasin, et elles vont pas prendre le bio, ou elles vont prendre des trucs moins chers, ou dans un autre magasin moins cher, avec une bouffe de moins bonne qualité. Ça, c'est déjà manger autrement par rapport à la pauvreté, et ça ne se voit pas. L'autre extrême, par contre, c'est en effet les personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, elles vont soit être dans des centres pour qu'on leur donne de la nourriture directement, gratuitement, soit voilà, faire à manger éventuellement. Après, par rapport à cette question de la nourriture, il y a des personnes qui mangent tout à fait comme vous et moi, c'est-à-dire que c'est pas sur la nourriture qu'elle va réduire, réduire ses coûts, c'est sur d'autres choses, c'est sur du logement, c'est peut-être mal se soigner, c'est peut-être ne pas partir en vacances. Donc des personnes plus précaires, plus pauvres peuvent éventuellement manger tout à fait comme nous. Et là où c'est encore plus invisible, c'est que parfois les personnes ne se rendent pas compte en fait que ils vivent ou elles vivent dans la pauvreté. En prenant d'office les choses moins chères, elles trouvent ça logique en fait. Elles ne disent pas que c'est parce qu'elles sont pauvres, elles disent toujours ah il y a plus pauvres que moi, les personnes sans abri sont plus pauvres que moi. Mais on va en parler après, en prenant les choses les moins chères, souvent les choses de moins bonne qualité. Et donc ça peut avoir des conséquences sur la santé. Alors à quels endroits se concentre la pauvreté et pourquoi? C'est principalement dans les grandes villes. Hein. Donc avant on parlait surtout du fait que il peut y avoir la pauvreté dans la campagne. Alors c'est encore le cas hein, des personnes agricultrices ou agriculteurs, mais elles sont principalement dans les grandes villes parce que les personnes plus... Enfin, c'est à la fois la cause et la conséquence. C'est-à-dire que les personnes qui tombent dans la pauvreté vont plutôt se rabattre dans les grandes villes, là où il y a les aides, où il y a des personnes qui vont les aider, ou des associations. Et à la fois, le fait d'être dans des grandes villes rend pauvre. Pourquoi? Parce que c'est les endroits où les loyers sont les plus chers, les maisons, les appartements sont les plus chers. Et donc, en effet, Bruxelles, c'est la ville et à la fois la région la plus pauvre, parce que c'est là où il y a le plus de... Enfin, les loyers sont les plus chers, et il y a une concentration aussi de personnes. Donc, il y a une concurrence sur trouver un bon logement de bonne qualité et qui n'est pas trop cher. Alors, donc ça répond de manière plus globale au fait que les personnes plus précaires, plus pauvres vont dans les grandes villes, mais même au sein des villes ou des régions comme la région bruxelloise, vous connaissez sans doute des quartiers où il y a plus de pauvreté. Alors, c'est un peu complexe à expliquer, mais elles vont aller où les loyers sont les moins chers. Et donc, parfois, si c'est une personne étrangère, elle va se retrouver dans des quartiers où elle connaît d'autres gens de la même nationalité, par exemple, où il y a des accords, on se connaît, etc. On va se faire des prix. Mais ça a un effet pervers, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec que les pauvres ensemble, et à l'inverse, il y a un endroit qui peut être beau, qui est joli, avec des parcs, etc., où il y a des personnes plus riches qui ne veulent pas avoir de pauvres. Donc je ne sais pas si vous connaissez le système, il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un immeuble, c'est-à-dire qu'il lui appartient, et il dit, ben voilà, mes appartements, je peux les louer à quelqu'un, quelqu'un va me payer chaque mois un loyer pour occuper l'appartement qui m'appartient. Et il peut un petit peu, alors que c'est pas légal, il peut un petit peu décider en disant, oh, ben, je veux bien cette personne-là, et elle peut discriminer, c'est ça le problème, en disant, tiens, elle est de telle nationalité, ou elle risque de ne pas me payer parce que, par exemple, elle n'a pas un travail. Et ça, c'est illégal, mais ce qui fait que du coup, il y a des quartiers plus riches qui refusent les pauvres. Donc les pauvres se concentrent à des endroits plus précis, comme la commune de Saint-Josse, comme à Molenbeek, comme dans certains quartiers d'Anderlecht, car il y a des quartiers assez riches. Et ça fait un lien avec la question numéro 9 qui est est-ce que la pauvreté augmente ou diminue? Alors c'est très intéressant comme question parce que c'est difficile de le dire comme ça. En tout cas, si on prend juste, je vous parlais du CPS tout à l'heure, donc le Centre public d'action sociale, donc c'est vraiment l'argent qu'on donne aux personnes si jamais elles n'ont vraiment plus droit au chômage, à la mutuelle ou pas assez, donc si elles sont malades ou ce genre de choses, ben on va leur donner quand même un revenu. Et ça, on se rend compte qu'en effet, il y a de plus en plus de gens à qui on donne un revenu. Donc c'est assez objectif qu'en 10 ans, il y a la moitié augmenté. Et par exemple, au niveau des personnes sans abri, ça fait x4. Donc c'est assez objectif. Je parle de Bruxelles, là, c'est assez objectif. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne va pas juste dire, tiens, est-ce que la pauvreté a augmenté? Je vous parlais des riches et des pauvres. C'est qu'en fait, l'écart entre ce que gagne une personne pauvre et ce que gagne ou reçoit une personne riche, l'écart est de plus en plus grand. Donc il y a de plus en plus de riches et il y a de plus en plus de pauvres. Et entre deux, c'est plus ou moins stable, mais en tout cas, ça montre que finalement, l'argent, il y en a, mais l'argent va surtout aux riches finalement.
vous posez la question s'il y a un événement autour des personnes pauvres ou de la pauvreté dans l'année. Ben oui, c'est le 17 octobre. Et justement, on ne parle pas de la pauvreté, on parle de la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Donc c'est bien la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas fêter la pauvreté, évidemment, mais d'ensemble lutter pour qu'il n'y ait moins ou pas de pauvres ou de personnes précarisées. C'est le 17 octobre, et il y a toujours des choses qui se passent à Bruxelles, à Namur et dans d'autres endroits. Et vous demandez du coup comment on lutte contre la pauvreté. Alors nous, spécialement en Forum, on est une petite association de 10 personnes. Hein. Celles et ceux pour qui c'est le plus dur, c'est les personnes qui sont en contact direct pour recevoir un colis alimentaire, pour quelqu'un qui veut recevoir de l'argent, pour les aider parce que ça ne se passe pas bien. Ben nous, c'est un peu plus confortable, c'est-à-dire qu'on a moins de pression, on va plutôt aller sur le terrain, on va écouter ce qui se passe de la part des personnes précaires ou pauvres, mais aussi des travailleurs qui les aident, dire comment ça se passe, quels sont les problèmes, et d'entendre. Et par exemple, au sein même de notre équipe de 10 personnes, il y a des personnes qui ont fait des études comme moi sur la société, il y a des chercheurs, et des personnes qui ont elles-mêmes vécu des situations difficiles, qui vont du coup partager, et elles sont payées pour ça, pour partager par rapport à ce qu'elles ont vécu, et comparer avec d'autres personnes que ce qu'on peut mettre en avant. Et donc du coup, on va dénoncer, on va dire aux politiques, attention, aux ministres ou aux bourgmestres, on va dire attention, vous avez fait ça, ou vous n'avez pas fait ça, et ça n'aide pas pour la pauvreté. Et on va aussi informer, par exemple, mon job, je vais dans les hautes écoles, non, je vais dans les écoles secondaires, pardon, en dernière année, donc vers 17-18 ans, pour dire attention, il y a un risque de tomber dans la pauvreté si vous ne faites pas attention à ça lorsque vous faites des études supérieures, parce que les études ça coûte, l'alimentation, le logement, etc., etc. Donc on fait aussi des formations, des animations. Si je dois vraiment résumer. Hein. Alors vous avez défini plusieurs types de pauvreté, c'est super intéressant. Alors j'ai fait l'exercice d'abord moi définir la pauvreté avant de vous écouter. Moi j'ai la pauvreté, c'est dès qu'on ne peut pas répondre à ses besoins fondamentaux. Okay, donc pour moi les besoins fondamentaux c'est avant tout manger, c'est-à-dire que si on ne mange pas on meurt tout simplement. Donc de manger, voire de bien manger, d'avoir un logement, donc d'avoir un abri, d'avoir accès à l'éducation et d'avoir accès aux soins de santé. Pour moi c'est au moins les 4 besoins de base. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais on va dire que on parle au moins de ça. Et du coup après je vous ai écouté, c'est super intéressant, je vais déjà vous féliciter parce que vous étiez même plus rigoureux que moi. Vous avez parlé de pauvreté matérielle, manque d'argent, d'objets, etc. On peut peut-être mettre matériel, ça peut être aussi manque d'un toit, peut-être, et manque de nourriture, parce que c'est matériel. Vous avez parlé de pauvreté intellectuelle, alors moi je parlerais de culturel, c'est-à-dire que parce qu'on peut être intelligent sans faire d'études. Okay, donc ça c'est un petit peu mon point de vue, mais en effet ça a des conséquences sur le fait d'avoir un travail d'une certaine qualité, donc un certain revenu, de l'argent. La pauvreté sociale, en effet, on se rend compte qu'on parfois on peut avoir de l'argent, on peut avoir à manger, mais le fait d'être isolé, par exemple les personnes âgées, ou les personnes qui ne savent pas avoir accès à un ordinateur par exemple, donc on parle aussi d'une pauvreté numérique parfois, si elles sont isolées, elles ne s'en sortent pas pour demander un rendez-vous à la commune, pour avoir un rendez-vous pour ceci ou cela, pour avoir une place dans une crèche, et donc de pouvoir s'entraider. Et la pauvreté environnementale, vous avez parlé beaucoup de l'oxygène, c'est super intéressant, il faut savoir aussi que si on parle d'environnement au sens large, c'est aussi par exemple le bruit. Ça peut être très très pénible en termes de confortable si on vit dans une commune ou dans un quartier très bruyant. Quand on n'a pas accès à l'eau aussi, ça fait partie de l'environnement, eau de qualité, voire de l'électricité. Alors l'électricité, c'est pas juste pour avoir une lumière, alors ça fait partie de l'environnement, mais dans certains endroits aussi, l'électricité, pardon, ça permet justement d'avoir une eau potable, par exemple. Peut-être moins à Bruxelles, mais voilà, c'est important. Et la pauvreté médicale, moi je parlerai de la santé en général, parce que le médical, c'est-à-dire l'hôpital, les docteurs, c'est pour répondre à des problèmes de santé ou prévenir. On parle rarement de prévention. Et donc moi je parlerai de pauvreté santé, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai donné l'exemple de la nourriture. Si on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas donc bien manger, on se retrouve avec des personnes obèses, par exemple, qui mangent trop gras, trop sucré, par exemple. Alors c'est super intéressant ce que vous avez fait d'avoir nommé 5 types de pauvreté. Il faut juste se dire qu'elles sont souvent très interreliées, c'est-à-dire que quand on n'a pas assez d'argent, on n'ose pas sortir, par exemple, boire un verre avec quelqu'un, donc on a une pauvreté sociale. Quand on a une pauvreté environnementale, on n'a pas d'eau chez soi, on ne va pas inviter des gens, etc., etc. La pauvreté médicale a une influence sur le fait de pouvoir aller, on peut peut-être aller aux études, on peut peut-être aller à l'école, mais le fait d'être en mauvaise santé fait qu'on rate des parties de l'école. Donc il y a des liens entre toutes ces pauvretés, il faut juste pas l'oublier.
Alors, d'où vient l'argent des riches? Vous avez dit, mis à part les intérêts familiaux et héritage, parce qu'en effet, on est souvent, c'est la principale raison, c'est le fait qu'on vient l'argent vient des parents et de la famille. Et quand quelqu'un meurt, quand un parent meurt, ben, en Belgique, vous recevez beaucoup de vos parents, de nos parents. Alors, les règles sont différentes en fonction des pays. Donc, ça, c'est un avis personnel que vous devez avoir, que peut-être vos parents ont. C'est est-ce que, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on doit recevoir tout, en partie ou rien du tout? Parce que ça veut dire que vous ne partez pas avec un pied d'égalité. Si, pas de chance, vos parents n'ont pas beaucoup d'argent, ben, vous ne recevez rien. Et vous avez la chance si vos parents ont beaucoup d'argent, ou vos grands-parents. Alors, les autres élément qui fait que les riches sont riches, on va dire, c'est que souvent ils ont des très bons salaires, d'accord. Donc c'est lié à la pauvreté que vous avez parlé juste avant, c'est-à-dire que si vous êtes dans un bon immeuble, et c'est parfois lié à la famille, parce que si vous faites des études, des bonnes études, et que vous ne devez pas faire un job à côté, un job étudiant, ben, du coup, vous allez réussir vos études plus facilement. Donc ça permet d'avoir un bon diplôme, et donc d'avoir un haut salaire. Comme je vous disais tout à l'heure, donc le salaire, c'est une manière d'avoir de l'argent. L'autre manière d'avoir de l'argent, c'est lorsque vous êtes propriétaire d'un immeuble, d'un bâtiment, et que vous n'habitez pas dans ce bâtiment, vous habitez dans une autre maison, mais vous êtes propriétaire d'un immeuble, et qu'il y a des gens qui sont dans votre immeuble, qui payent ce qu'on appelle un loyer, et cet argent vous revient. Et ça, il y a beaucoup de gens riches qui sont donc propriétaires d'endroits où il y a des personnes qui leur payent un loyer. Donc c'est l'argent qui rentre. Et ça coûte à l'inverse aux pauvres. Parce que quand un pauvre ou une personne pas pauvre d'ailleurs paye un loyer, elle paye le fait de pouvoir rester dans cet appartement. Mais il ne lui appartient pas. Si le propriétaire dit maintenant c'est dehors, il n'a plus rien. Okay, alors qu'un propriétaire qui a son immeuble, ben, s'il ne veut pas y rester, il va le vendre. Il va le vendre, il va recevoir de l'argent s'il le vend. Alors que par contre, si vous quittez, en tant que personne locataire, vous ne recevez évidemment pas d'argent. Au contraire, vous devez trouver un autre endroit pour loger avec les discriminations dont je vous ai parlé. Une autre chose qui est un peu plus compliquée à comprendre, c'est que lorsque vous êtes plus riche et que vous pouvez créer votre propre entreprise ou devenir chef d'une entreprise, ben, vous avez d'autres personnes qui travaillent pour vous. Alors vous leur donnez des salaires. Et du fait d'avoir créé cette entreprise, ben, vous allez aussi vous payer. Et donc la personne a plus de droits, la personne plus riche, la chef, entre guillemets, a plus de droits de dire ben, combien elle va se payer elle-même, elle va décider combien elle va payer les autres. Et souvent les autres qui sont en dessous d'elle, elle va les payer beaucoup, beaucoup moins. Pas toujours, mais souvent. Et donc du coup, c'est ça, de manière un peu globale, c'est ça aussi qui peut faire que la personne va avoir un gros salaire, parce qu'elle peut décider. C'est elle qui décide, vu qu'elle est chef, combien elle va gagner. Donc ça, c'est une source de revenus. C'est pas juste le fait d'avoir un salaire, beaucoup de gens ont des salaires, mais en plus, si elle a un salaire et qu'elle est chef de l'entreprise dans laquelle elle est, ben, elle peut décider combien elle va gagner, et peut-être le peu qu'elle va donner aux autres. Peut-être qu'elle va être solidaire, qu'elle va donner beaucoup aux autres, ça c'est chouette. Si elle donne moins, comme je disais, ben, ou très très peu, elle va avoir des travailleurs qui, oui, ont un salaire, mais peuvent être pauvres quand même. Voilà, et donc, comme je vous le disais, quand quelqu'un travaille, quand votre institutrice travaille, ben, elle reçoit de l'argent, et il y a de l'argent qui va à l'État. Cet argent à l'État, il sert à quoi? Ben, il sert pour faire les routes, il sert pour avoir une école comme vous avez, il sert pour, enfin, pour plein de choses. Évidemment, j'ai plus d'idées comme ça, mais enfin, toutes les institutions, pour qu'il y ait la poste, etc. etc. Et donc, c'est un peu compliqué, mais parfois les personnes plus riches peuvent se dire « Ah, je vais faire des petites magouilles, on va faire des petits bricolages qui ne sont pas légaux pour que je ne donne pas cet argent à l'État. » Okay, donc c'est ce qu'on appelle les impôts. Et donc souvent quand on parle d'impôts, si vous en parlez à vos parents, à d'autres adultes, ils vont dire « Oh là là, les impôts, c'est chiant à payer, parce que c'est de l'argent que vous ne recevez pas, vous le donnez à l'État. » Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est l'argent qui va à l'État, ben, il sert à quoi? Il sert à fait que la ville fonctionne, que la Belgique fonctionne. Et si les personnes ne payent pas leurs impôts, les cachent, ce qu'on appelle la fraude fiscale, c'est un peu compliqué, ou mettre de l'argent sur un compte dans un autre pays pour que ça ne se sache pas, ben, du coup, évidemment, on garde l'argent pour soi, pas pour la Belgique, et pas pour qu'on ait des belles routes et des belles écoles, ou un bon système de santé qui vous protège, et du coup, ben, on est un peu plus riche. Voilà, alors ben, la dernière question, qu'est-ce qu'une classe comme nous pourrait faire comme acte citoyen pour lutter contre la pauvreté? Alors, ben, je parlais justement de solidarité juste avant. Ben, pour moi, c'est le principal, c'est d'être solidaire, de ne pas être discriminant. Donc, la discrimination, c'est le fait de ne pas traiter une personne comme une autre. Le fait qu'elle est sans abri, on va la juger. Le fait qu'elle n'ait pas un travail, le fait qu'elle est malade, le fait peut-être qu'elle boive de l'alcool ou ce genre de choses, sans même la connaître, on va la juger. Et donc, d'être solidaire, si vous parlez de justice et d'injustice au début, c'est ce qui me heurte,
depuis que je suis jeune, c'est dire pourquoi cette personne a droit à un médicament et l'autre pas. Pourquoi elle a droit à un beau logement et l'autre pas. Et donc pour moi, une classe déjà à l'âge que vous avez, c'est d'être empathique, c'est de faire, d'avoir conscience que la personne, c'est pas, on dit toujours, ah ben c'est la faute de la personne, on va culpabiliser. Vous savez parfois quand vous avez des devoirs ou des leçons et que vous avez un contrôle et que vous le ratez, éventuellement vous avez des mauvais points, il y a une part qu'il y a à vous, si vous n'avez pas étudié évidemment, et puis une part où vous n'y pouvez rien, parce que vous n'avez pas compris, ou parce que vous étiez dans un endroit qui n'était pas calme, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas eu le temps, vous étiez fatigué. Donc il y a une part qui n'est pas liée à vous. Pour moi c'est pareil par rapport à la pauvreté, c'est qu'on ne peut pas toujours dire « Ah ben c'est la faute aux personnes ». D'où le fait d'être solidaire. Alors être solidaire, ça peut être peut-être ce que vous faites déjà, c'est dire « Tiens, il y a une personne qui est sans abri qui demande de l'aide et vous pouvez l'aider éventuellement si vous donnez à manger ou à boire ». Mais la société, l'État fait aussi en sorte normalement que les personnes qui sont dans la pauvreté soient aidées. Et donc, ne pas juger en disant « Ah, tiens, c'est bizarre, cette personne, elle travaille et elle reçoit de l'argent. Celle-là, elle ne travaille pas ou elle travaille moins, peu, et elle reçoit de l'argent quand même. » Je parlais du chômage, de la mutuelle, du CPS. Pour moi, déjà, de ne pas juger ça, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est peut-être la chose que je dirais le plus important, et je parlais de solidarité, c'est de penser que lorsque vous travaillerez un jour, ou même sachez que lorsque vous achetez quelque chose dans un magasin, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a une petite somme d'argent qui va quand même à l'État. Et donc, tout ce qui va à l'État, finalement, c'est des politiques qui vont dire « Ah ben ça, on va le mettre pour la route, pour l'école, pour avoir un beau parc, pour la santé, etc. » Et donc, c'est de soutenir ça, de dire « Ah ben, de vous renseigner sur comment fonctionnent justement ce qu'on appelle les impôts et ce que fait l'État. » Et de dire « Tiens, regardez dans votre commune, qu'est-ce qui est fait grâce à cet argent ?» Et inversement, si pas de chance, quelqu'un ne reçoit pas cet argent alors qu'elle elle a des problèmes, c'est quand même d'être empathique vis-à-vis d'elle. Voilà, je pense que je vais terminer là-dessus, c'est vraiment de se rendre compte des causes de la pauvreté et qu'elles sont très très rarement individuelles. On a tous une part évidemment, mais se rendre compte que dans la société belge en 2025, ben, elle crée beaucoup de pauvreté. C'est ça qui est très très dur. Et de dire par exemple, ah maintenant tu n'as pas de travail pendant quelques mois, on te donne de l'argent et puis hop, on te donne plus d'argent parce que tu n'as pas trouvé de travail, ben, pour nous c'est un problème parce qu'on se considère que c'est pas si facile de trouver un travail. Je ne sais pas si vous le savez, c'est pas si facile de trouver un travail aujourd'hui en Belgique et encore moins à Bruxelles parce qu'il manque d'emplois. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop technique. De toute façon, je pense que vous allez bientôt me revoir, donc vous poserez peut-être des questions ou votre institutrice vous expliquera mieux que moi les éléments qui n'ont pas été clairs. Voilà, à bientôt.